Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et aujourd'hui on se retrouve pour la version 2 du tutoriel sur les chaînes. Il est important d'avoir vu les vidéos précédentes sur la lecture des cartes afin de bien comprendre tout ce dont je vais parler ici, étant donné qu'elles ont servi d'introduction au sujet d'aujourd'hui. J'y ai déjà introduit certains concepts et on va les reprendre ici en détail, voire même les développer pour certains. C'est un sujet vaste et complexe mais absolument primordial, donc soyez bien attentifs. Alors, je me doute que la vidéo est très longue, et je m'en excuse un peu par avance, mais quand j'ai fini d'écrire la vidéo, je voyais pas trop où je pouvais couper, ou alors il fallait changer trop de choses. Donc je vous laisse la vidéo comme ça, mais n'oubliez pas que vous avez en description de tous les longs tutos, un sommaire très détaillé qui vous permet d'arrêter la vidéo où vous voulez pour la reprendre plus tard, ou même encore plus, et tout simplement de pouvoir revenir sur des passages précis de la vidéo par la suite. Je me doute bien que vous n'allez pas pouvoir tout retenir au premier visionnage. Et c'est pas non plus le but, c'est surtout une vidéo qui va vous présenter plein de différentes connaissances. Au début vous allez pouvoir comprendre que telle chose existe, ok ça c'est peut-être un peu comme ça, et au fur et à mesure que vous allez étudier la question, que vous allez aussi le mettre en pratique, eh bien vous allez de plus en plus comprendre. J'ai essayé au maximum de vous expliquer comment fonctionne le jeu, c'est le plus important pour pouvoir comprendre comment il agit par la suite. Commençons donc. Les chaînes sont un élément de gameplay majeur dans Yu-Gi-Oh! Et on va directement partir sur un exemple pour vous rappeler le principe. Si j'active Monster Reborn et que mon adversaire active Avertissement Divin en réponse afin de l'annuler, on a une chaîne à 2 maillons. Une chaîne se crée dès qu'on active une carte ou un effet, et permet de mettre plusieurs cartes ou effets d'affilée afin d'ensuite les résoudre dans un certain ordre. Chaque maillon de la chaîne est ce qu'on appelle un blockchain et possède un chain link, qui représente l'ordre d'activation des cartes. Dans mon exemple, Monster Reborn est activé, puis c'est au tour d'Avertissement Divin. Monster Reborn est donc Chainlink 1, et Avertissement Chainlink 2. Et à chaque fois qu'un nouveau blockchain se rajoute, on lui attribue un Chainlink supérieur de 1 au précédent. On peut ajouter de nouveaux maillons à la chaîne au fur et à mesure qu'on la construit. Puis, une fois qu'aucun joueur ne souhaite rajouter de maillons à la chaîne, on résout les différents effets dans l'ordre inverse à l'activation, en commençant donc par le chainlink le plus élevé. C'est logique, si on reprend l'exemple, d'appliquer l'effet qui annule en premier, sinon ça n'a aucun intérêt. On ne va pas résoudre un effet, puis l'annuler ensuite. Non, on l'annule, et donc il ne peut pas être appliqué. C'est plus simple ainsi. Et il ne faut surtout pas croire qu'on peut ajouter de nouveaux effets pendant qu'on résout la chaîne. C'est très carré en réalité. On construit, puis on résout, puis on peut en construire une nouvelle, puis la résoudre, etc. Et si, quand on résout la chaîne, on arrive à un effet qui ne peut pas être résolu, par exemple que la cible de Monster Reborn n'est plus dans le cimetière quand on veut l'invoquer, on résout le chainlink sans qu'il ne se passe rien et on passe simplement au chainlink suivant. Si j'active Corbeau DD en réponse à Monster Reborn et que je bannis sa cible, et bien quand on résout la chaîne, donc Corbeau puis Monster Reborn, et qu'on arrive à cette dernière, sa cible n'est plus au cimetière, donc l'effet ne peut pas se résoudre. On arrive donc au Chainlink 1, on le résout, on résout la carte en elle-même en fait, mais il ne se passe absolument rien dans les faits, si ce n'est le simple fait d'avoir résolu le Chainlink. A l'inverse, si c'est carrément l'activation de la carte qui a été annulée, c'est comme si on avait annulé le Chainlink lui-même, qu'on l'avait supprimé. Dans mon tout premier exemple, Avertissement annule l'activation, donc la dernière action dans cette chaîne, c'est la résolution d'Avertissement, et non la résolution de Monster Reborn. On résout le Chainlink 2, et puisqu'il annule l'activation du Chainlink 1, on le supprime de la chaîne en quelque sorte. On n'a donc plus rien à faire après, et on termine la résolution de la chaîne à ce moment-là, donc sans passer par le Chainlink 1. Si ça se passe en milieu de chaîne, on passerait par exemple directement du Chainlink 5 au Chainlink 3. On y reviendra quand on parlera du mistiming, car c'est extrêmement lié à cette notion de dernière action dans la chaîne. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler quelques règles. Les cartes qui doivent être envoyées au cimetière une fois résolues, comme les magies ou pièges normaux, ils sont envoyés à la fin de la résolution de la chaîne, via les mécaniques de jeu, sauf bien sûr dans le cas où un effet les détruit ou les bannit avant. Retenez cela dit qu'une carte qui est vouée à être envoyée au cimetière à sa résolution ne peut pas se bouger toute seule. Vous voyez à l'écran donc Typhon d'Espace Mystique et Tornade Géante, qui en sont des exemples extrêmement simples. Typhon ne peut pas être activé pour s'auto-détruire, et Tornade ne se renvoie pas elle-même à la main à sa propre résolution. Alors Typhon, c'est parce que la carte ne peut pas s'activer pour s'auto-affecter. Il faut bien cibler quelque chose pour confirmer l'activation. Donc la carte n'est pas encore sur le terrain à ce moment-là, et n'est donc pas encore une cible valide.
Et pour la tornade, c'est un peu différent. En gros, retenez qu'à partir du moment où on a activé une carte magie piège, qui doit quitter le terrain une fois résolue, elle peut être détruite, bannie ou envoyée au cimetière, mais elle ne peut pas être renvoyée à la main ou dans le deck. Dans mon exemple, avertissement détruit Monster Reborn lors de sa résolution. On n'attend donc pas la toute fin de la chaîne pour se décider à envoyer Monster Reborn au cimetière. Par conséquent, on n'a qu'avertissement à envoyer au cimetière via les mécaniques de jeu à la fin de la chaîne. A savoir que l'envoi au cimetière d'avertissement est considéré comme se produisant en même temps que la fin du dernier chainlink résolu, et pas après, simplement exactement en même temps. Donc ici on résout avertissement et on l'envoie au cimetière en même temps qu'on annule et détruit. On rappelle, et si vous le faites, indique que l'annulation et la destruction sont simultanées. Donc ici on annule et détruit Monster Reborn, et puisque c'est la dernière chose à faire pendant la résolution de cette chaîne, on envoie également avertissement au cimetière au même instant. On enchaîne sur un autre point, car j'observe beaucoup de confusion avec des effets comme celui de Typhon d'Espace Mystique. En effet, si j'active Monster Reborn et qu'un joueur active Typhon dans la même chaîne en ciblant Monster Reborn, l'effet ne sera pas annulé, quand bien même la carte sera détruite avant de résoudre son effet. Et c'est le cas pour tout, simplement détruire une carte n'annule jamais cette carte ou son effet. Alors, cependant, il existe des monstres dont les effets précisent qu'ils doivent être sur le terrain, en général face recto, afin de résoudre leur effet. Donc si ce n'est pas le cas, la carte se résoudra mais il ne se passera rien, l'effet ne sera pas appliqué. On résout le chainlink, mais il ne s'y passe rien. Encore une fois, c'est la différence entre juste résoudre un chainlink sans qu'il ne se passe rien, et carrément supprimer le chainlink de la chaîne. Et pour ce qui est des magies pièges, les catégories qui sont faites pour rester sur le terrain, c'est-à-dire les continues, de terrain, d'équipement et les cartes pendules en zone pendule, doivent être sur le terrain lors de la résolution de leurs effets, afin de pouvoir mener la résolution à bien. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, ça causera simplement une résolution de la carte sans appliquer le moindre effet. Mais c'est en aucun cas une annulation de carte, d'activation ou d'effet, peu importe. La carte se résout, le chainlink se résout si vous voulez, mais pas son effet. C'est une résolution vide de toute action à part la résolution du chainlink en lui-même. Ce qui est quand même une action en théorie. Si on termine une chaîne par ça, on considérera que la dernière action sera la résolution vide de ce chainlink, pas ce qu'a fait le chainlink d'avant. Car au final, c'est ça qu'il faut différencier, la résolution de la carte et la résolution de l'effet en lui-même. Pour expliquer maintenant en détail comment tout ceci fonctionne, je vais devoir introduire deux notions, le gain state et le fast effect timing. Et non, on n'a pas vraiment de terme français officiel à ma connaissance. Le fast effect timing détermine qui peut faire quoi de manière générale. C'est ce gros schéma que je vais détailler au fur et à mesure de la vidéo. Le game state, littéralement l'état du jeu, est soit ouvert, soit fermé. On peut parler de jeu ouvert ou fermé pour faire plus simple. Il est fermé dès qu'un joueur réalise une action, par exemple qu'il active une carte. Et il est ouvert lorsque le joueur du tour a la liberté de réaliser l'action qu'il souhaite, selon la phase dans laquelle il est bien sûr. Je vous mets les exemples du wiki à l'écran si vous voulez une liste complète. Par exemple, il vient d'entrer en main phase et a donc la priorité de réaliser l'action qu'il veut, c'est-à-dire changer la position de combat d'un monstre, activer une carte ou un effet, ou encore faire une invocation qui ne démarre pas de chaîne, normal, sacrifice, pause, flip, synchro, pendule, etc. Ce qu'on qualifie souvent d'invocation inhérente, mais on le développera plus tard. Mais avant de passer en revue ce schéma, je dois d'abord vous expliquer les règles de construction basiques d'une chaîne, et donc les spell speed, des cartes et des effets, qui sont aussi appelés vitesse, mais il est vrai que le terme officiel ça reste spell speed, même en français. Il existe 3 spell speed différentes, 1, 2 et 3. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, on ne peut lui chaîner qu'un effet de spell speed égal ou supérieur, exception faite des spell speed 1, qu'il est impossible d'activer en tant que chaining 2 ou plus. Enfin, les effets déclencheurs sont une exception à ce niveau-là, mais comme je l'avais sous-entendu dans le tuto précédent, ils ont un système bien à eux, donc pour l'instant on va les ignorer et on y reviendra plus tard. Mais tout d'abord, rappelons comment savoir quelle carte ou effet possède quel spell speed. Les spell speed 1 couvrent les effets d'ignition et déclencheur, et toutes les magies, sauf les magies jeu rapide. Comme je l'avais précisé, les magies et les pièges peuvent également avoir des effets déclencheurs, ou d'ignition, mais là seulement dans le cas des magies. Les spell speed 2 correspondent aux effets rapides de monstres, aux magies jeu rapides, et aux pièges normaux et continus. Enfin, la spell speed 3 n'est possédée que par les contre-pièges,
et donc par extension, ça veut dire qu'on ne peut chaîner qu'un contre-piège à un contre-piège. Et au niveau des pièges et des magies jeux rapides, justement, les cartes magie jeux rapide sont de spell speed 2 lorsqu'on les active, mais si elles ont un effet dans le cimetière, alors ce sera un effet de spell speed 1 par défaut, comme n'importe quelle autre magie. Les pièges normaux et continus, quant à eux, s'activent avec une spell speed 2, et leurs effets dans le cimetière sont de spell speed 2 également. Les effets d'un piège continu sur le terrain sont également de spell speed 2. Tout ceci si l'effet en question n'est pas un effet déclencheur. C'est la seule exception à cette règle, auquel cas il est par conséquent de spell speed 1, puisqu'effet déclencheur. Ce sont pas les plus faciles à identifier pour le coup, on peut parfois se faire un peu piéger, donc je vous invite à aller consulter le wiki pour être sûr. Et les contre-pièges, eux, sont un peu comme les magies jeux rapides, c'est-à-dire que quand on les active, ce sont des spell speed 3, mais leurs effets dans le cimetière sont de spell speed 2, comme les autres pièges. Et je vais quand même glisser 2 mots sur la fameuse spell speed 4, un abus de langage qui désigne en réalité des cartes et effets auxquels il n'est pas possible de répondre. Mais non seulement ce sont des effets d'une autre spell speed à la base, mais en plus ça ne concerne bien souvent que l'adversaire, tandis que nous, on peut répondre. Donc prenez bien ça en compte quand vous entendez ce terme, il est assez trompeur. Notez aussi que si un effet dit que l'adversaire ne peut pas répondre à son activation, ça ne veut pas dire qu'il est bloqué pour toute la chaîne. Prenons l'exemple des dragons Charge Borel et Magna Rocket. J'active l'effet du Charge Borel en ciblant mon Magna Rocket. L'adversaire ne peut pas y répondre. Donc si je laisse la chaîne comme ça, il ne peut rien faire et on résout directement. Mais si je décide d'activer l'effet de mon Magna Rocket en réponse, là j'ai continué la chaîne, et le dernier effet n'est plus celui du Charge Borel. Donc à ce moment-là, l'adversaire peut chaîner, puisqu'il ne répond plus directement à l'effet du Charge Borel, mais à celui de Magna Rocket. Une chaîne peut commencer par une spell speed 1, 2 ou 3, en soi il n'y a aucune restriction générale là-dessus. Ça va surtout dépendre du contexte, de si l'effet est activable dans telle ou telle circonstance. Dans le cas du Charge Borel, justement, son effet rapide peut être activé à peu près tout le temps. Il n'y a aucune condition d'activation particulière, et donc il peut non seulement être chaîné quasi tout le temps, à une spell speed 1 ou 2, mais également être activé en premier, donc être le chain link 1 d'une chaîne, comme on vient justement de le voir. En gros, si l'effet tel quel pourrait être un effet d'ignition si on enlevait la mention effet rapide, c'est bien souvent qu'il peut être activé un peu dans les mêmes circonstances. Passons maintenant aux effets déclencheurs. Lorsqu'on commence à construire une chaîne qui ne démarre pas pendant que le jeu est ouvert, donc soit directement après une autre chaîne, soit après une action qui ne démarre pas de chaîne, comme une invocation normale par exemple, on fait d'abord une vérification au niveau des effets déclencheurs. On regarde ce qu'il vient de se passer, et si ça déclenche le moindre effet. C'est pour ça que ça peut pas être au début d'une chaîne qui démarre en jeu ouvert par nature, parce que lorsque le jeu est ouvert, le joueur du tour a une liberté totale pour mener l'action qu'il veut. Il n'y a rien qui s'est passé juste avant et qui pourrait déclencher quoi que ce soit. On est revenu en jeu ouvert, donc on a tout fermé à ce niveau-là. Mais effectivement, une action peut en déclencher d'autres par la suite. On procède donc dans l'ordre suivant pour vérifier ce que l'on peut activer, ou doit activer, et dans quel ordre. Les effets déclencheurs obligatoires du joueur du tour, les effets déclencheurs obligatoires de son adversaire, les effets déclencheurs optionnels du joueur du tour, les effets déclencheurs optionnels de son adversaire, et enfin on continue sur le système d'une chaîne classique. C'est-à-dire qu'on regarde tour à tour ces différentes catégories, et qu'on les active par paquet. Si j'ai plusieurs effets d'une de ces 4 catégories à activer, je vais tous les chaîner les uns aux autres dans l'ordre de mon choix avant de redonner la priorité à mon adversaire, et qu'il puisse faire son propre paquet. Et j'en profite pour me corriger sur un point, en TCG on n'a absolument pas besoin d'activer d'abord les effets dans les endroits publics, terrain, cimetière, etc., puis ceux qui sont privés, donc la main. Ça c'est une confusion faite par rapport à l'OCG, qui fonctionne pas d'ailleurs tout à fait comme ça non plus. En gros, chez eux, les déclencheurs optionnels dans la main sont un peu traités comme des effets rapides dans la chaîne, et ne font pas partie du paquet de base. C'est pour ça que sur beaucoup de logiciels semi-automatisés comme Yu-Gi-Oh! Pro, vous jouez comme ça, parce qu'ils suivent les règles OCG. On va prendre un exemple de situation, avec un seul joueur dans l'équation pour simplifier. J'ai sur mon terrain le pendule grave des étoiles et un magicien poison violet, ainsi qu'un sorcier chronographe en main. Mettons que mon adversaire active Raigeki. La chaîne se résout et il détruit mon monstre. Après la résolution de la chaîne, on regarde les effets déclencheurs et on remarque que j'ai plusieurs options. Tout d'abord, je regarde si j'ai des déclencheurs obligatoires. J'en ai un, le pendule graphe. En effet, il me laisse pas le choix de l'activer. Donc puisqu'un monstre pendule magicien a quitté ma zone monstre, je dois l'activer. Une fois que je l'ai fait, c'est donc le Chain Link 1,
je passe la priorité à mon adversaire pour qu'il active ses déclencheurs obligatoires. Qu'il en active ou pas, on va dire qu'il n'en active pas, il me repasse la priorité pour que je regarde mes déclencheurs optionnels. Je ne suis pas obligé de les activer, mais je peux. J'ai mon poison violet et mon sorcier chronographe d'activable. Puisque mon poison violet a été détruit par un effet, je peux activer poison violet en Chain Link 2, puis mon sorcier en Chain Link 3, ou l'inverse. Une fois les déclencheurs optionnels vérifiés, je passe la priorité à mon adversaire pour qu'il vérifie les siens. Et une fois les effets de déclencheur vérifiés, on continue la chaîne normalement, c'est-à-dire qu'on regarde qui a activé le dernier effet dans la chaîne, et c'est son adversaire qui a alors la priorité pour activer une carte ou un effet de Spell Speed 2 ou 3. Profitons-en pour préciser que si j'avais 2 sorciers chronographes en main, je ne pourrais pas les invoquer tous les deux enchaînant leurs effets ici. En effet, il existe une règle disant qu'on ne peut pas activer 2 effets déclencheurs de cartes qui verraient à s'invoquer spécialement elles-mêmes depuis la main dans la même chaîne. C'est comme ça. Chose même assez étrange, on compte les effets en entier et pas selon la situation actuelle. Donc c'est-à-dire que si j'ai un babouin vert en main et un dans le cimetière, et que je veux activer leurs effets déclencheurs, on pourrait se dire qu'on peut les activer tous les deux, puisque là je n'en invoquerai pas 2 depuis ma main, mais un seul depuis ma main et l'autre depuis le cimetière, mais en réalité je ne peux pas, car c'est un effet déclencheur qui peut invoquer depuis la main, donc même là je devrais en choisir un. Et mine de rien, tout ça peut faire la différence. Une technique classique du temps de Gookie par exemple était d'invoquer Isolde pour activer son effet à l'invocation, puis de chaîner directement derrière l'effet d'au moins un Gookie qui avait été utilisé pour son invocation, et qui donc pouvait être aussi activé dans cette même chaîne, comme ça l'adversaire ne pouvait pas activer l'effet d'ogre fantôme en réponse à Isolde afin de la détruire. Le dernier effet activé étant celui d'un Gookie au cimetière, Ogre ne pouvait donc pas directement être chaîné à Isolde. Mais aussi, et je voudrais ajouter cette information, tout ce que je viens de vous raconter implique qu'on n'est pas obligé d'activer le moindre effet déclencheur pour construire une chaîne derrière une autre. Mon adversaire peut très bien activer Raigeki pendant sa main phase, la chaîne se résout, et directement derrière, en réponse, une fois les effets déclencheurs vérifiés, et que mon adversaire me repasse la priorité, et bien je peux activer, par exemple, Avidité Téméraire, avant donc de revenir à un jeu ouvert. Vous le voyez sur ce schéma, s'il n'y a aucun déclenchement, on vérifie alors si les joueurs veulent activer des effets tour à tour. Alors toute cette grande règle, elle ne concerne, cela dit, que les effets déclencheurs qui s'activent en réponse à un événement précis. J'avais également mentionné un autre type de déclencheur qui eux s'activent parce que on est en draw, standby ou end phase. Ceux-là, ils ne s'activent pas tous d'affilée, mais un par un, forcément en chain link 1 d'une chaîne. On les active lorsqu'on a la priorité pour démarrer une chaîne pendant la phase donnée, tout simplement. Alors maintenant, dernier gros morceau sur les effets déclencheurs, et c'est un point assez sournois, ça concerne l'endroit d'activation de l'effet. Et je vais vous présenter une situation pour que vous compreniez tout de suite de quoi je veux parler. Mon adversaire active Typhon d'Espace Mystique en ciblant ma carte posée, que je chaîne alors, et qui s'avère être un appel de lettre hantée. Je cible alors un Deneb dans mon cimetière, la chaîne s'arrête là, et on la résout. J'invoque donc Deneb, puis mon piège est détruit, ce qui détruit alors Deneb. Et là, un problème se pose. Puis-je activer l'effet déclencheur de Deneb? Il est temps de l'activer, et il a bel et bien été invoqué avec succès, puisque l'appel s'est parfaitement résolu, donc la condition, elle a été remplie, mais il n'est plus sur le terrain au moment de pouvoir activer cet effet, là où il devrait être en principe. Et bien la réponse est oui, je peux activer son effet même s'il est dans le cimetière, car il a bel et bien été déclenché. Cependant, si vous remplacez Typhon par Tiramisu dans cette situation, et qu'à la résolution son effet mélange Deneb dans le deck, il sera impossible de l'activer, puisqu'il se trouve alors dans un endroit privé, le deck. Donc on peut activer un effet déclencheur de ce style, même si la carte n'est plus là où elle devrait être normalement, du moment qu'elle est quand même toujours dans un endroit public, et ce, que l'effet soit obligatoire ou non. On ne pourra pas l'activer s'il est renvoyé dans un endroit privé, ce qui inclut la main. Mais là vous allez me dire qu'on peut pourtant activer des effets déclencheurs depuis la main, puisqu'on l'a vu avec le chronographe. Mais c'est uniquement le cas si l'effet est explicitement fait pour s'activer dans la main, ou alors s'il est déclenché par le fait que la carte quitte le terrain. Mais c'est absolument tout en réalité. Ça ne concerne que la main, on ne peut pas activer ce genre d'effet du tout si la carte est renvoyée dans le deck ou bannie face verso. Et ce, même si on a affaire à un effet déclencheur obligatoire comme celui du policier spatio-temporel. Obligatoire ou optionnel, pour le coup ça ne change rien.
Alors j'ai repris certains de ces exemples d'un très bon article anglais sur le sujet que je vous mets en description si vous voulez davantage d'exemples. Il précise également plusieurs autres choses, comme par exemple le fait que si la carte n'est plus du tout du même type de carte, comprenez ici monstre, magie ou piège, alors elle n'a plus son effet correspondant. Si entre-temps le monstre est équipé, alors il devient une magie d'équipement, et donc il n'a plus son effet de monstre. Ça dépend également de si la carte est censée s'affecter elle-même, et si elle peut le faire à ce moment-là. Un monstre qui peut activer un effet pour augmenter son niveau ou son attaque ne pourra pas le faire s'il est dans le cimetière au moment de pouvoir activer le dit effet. On ne peut pas activer son effet puisqu'il est impossible à résoudre à cet instant. Mais bien sûr, puisque jamais rien n'est simple, certains cas diffèrent parce que Konami l'a dit, et la partie nord-américaine du TCG n'a pas cette façon de fonctionner. Mais je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse. Mais bon alors, quand est-ce qu'on peut activer quoi? Parce qu'il va bien falloir en arriver là à un moment. Et bien c'est ce que nous allons voir maintenant que les bases sont posées avec ce gros schéma que l'on va décortiquer point par point. Alors oui, il est très imposant comme ça, mais quand on sait comment le lire, on se rend compte qu'il est extrêmement pratique et donne énormément d'informations tout en aidant à se les rappeler. Donc je vais vous montrer comment le lire case par case, puis on dégrossira au fur et à mesure. On commence par l'entrée dans une phase, ou dans une step, tout en haut, où donc le jeu est ouvert. C'est le joueur du tour qui a la priorité pour effectuer toute action appropriée à la phase. On a 3 grandes catégories de décisions à prendre, même si on ne peut pas tout faire à tout moment. En effet, la première branche regroupe les actions qui ne démarrent pas de chaîne, et celles-ci dépendent de la phase. Vous ne pouvez pas faire d'invocation normale pendant la stand-by phase, car c'est réservé aux main phase, mais déclarer une attaque, ça c'est pour la battle phase. Il n'y a d'ailleurs que les main phases et la battle phase qui aient ces options. Pour le reste, il faudra compter sur les 2 autres cases. Lorsqu'il est dans un jeu ouvert, le joueur du tour peut donc réaliser une action qui ne démarre pas de chaîne, ou activer une carte ou un effet et démarrer une chaîne, ou passer la priorité à son adversaire. On va commencer par cette dernière parce que c'est la plus courte. Si on passe la priorité, l'adversaire peut activer des cartes et effets de spell speed 2 ou 3, ou un effet déclencheur qui s'active parce qu'on est dans telle ou telle phase, comme on l'a vu tout à l'heure. Ceux-là ne peuvent d'ailleurs être activés que là. Ils ne sont pas explicitement mentionnés sur le schéma, mais considérez qu'on les active soit en A, soit en E. S'il active quelque chose, on revient sur les règles des chaînes pour poursuivre ce cas de figure. La case du milieu donc, sur laquelle on va se pencher juste après. S'il décide de ne rien activer et de passer à son tour, les 2 joueurs doivent alors se mettre d'accord sur le fait de passer à la phase suivante ou non. S'ils sont d'accord, c'est ce qu'on fait, mais s'ils ne le sont pas, on revient au tout début, dans un jeu ouvert, la case A, et on recommence. Si on décide d'activer une carte ou un effet, on démarre une chaîne, et on arrive donc tout naturellement sur les règles d'une chaîne. On la construit et on la résout normalement. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Vous voyez qu'une fois la chaîne résolue, on revient sur la 3e et dernière colonne, qui est celle qui va nous intéresser le plus, car c'est le système de réponse à un événement. Vous voyez qu'on y arrive automatiquement après la résolution d'une chaîne, ou après avoir réalisé une action qui ne démarre pas de chaîne. Donc qu'on sorte à peine d'une chaîne, ou qu'on vienne d'invoquer normalement, de changer la position de combat d'un monstre, ou de déclarer une attaque, on vérifie tout de suite les effets déclencheurs. C'est là qu'on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. On regarde en premier si l'événement active des déclencheurs. Alors là, le schéma ne précise pas la règle détaillée sur l'ordre des déclencheurs, mais encore une fois, il faut considérer que c'est le premier gros bloc dans la construction de cette chaîne de réponse. Une fois les déclencheurs vérifiés, on continue par les règles de la chaîne, décidément le pilier central de ce schéma. C'est pour ça qu'on regarde qui a activé le dernier déclencheur, et que c'est alors son adversaire qui a la priorité pour continuer la chaîne. Mais si on n'a aucun déclencheur à activer en réponse, on a tout de même l'opportunité de créer une nouvelle chaîne à ce timing. Comme toujours, la priorité est classique. Donc vous voyez qu'on a d'abord le joueur du tour, qui a la priorité pour activer un effet, de spell speed 2 ou 3, mais s'il ne le fait pas, il passe la priorité à son adversaire, qui peut alors activer un des siens. S'il ne le fait pas, on revient enfin à un jeu ouvert. Et ça, mine de rien, on ne s'en rend pas toujours compte. On peut mettre un sacré paquet de temps à revenir à un jeu ouvert à partir du moment où on le quitte, parce qu'on peut enchaîner les chaînes, c'est le cas de le dire. Vous remarquerez aussi que, peu importe la situation, c'est toujours le joueur du tour qui a la priorité de réaliser telle ou telle action. En jeu ouvert, il peut activer une carte en premier, il peut invoquer sans que l'adversaire ait son mot à dire. On ne peut pas, et ça faut vraiment faire une croix dessus, on ne peut pas se retrouver dans une situation où le joueur du tour dit qu'il veut invoquer normalement,
et où son adversaire lui dit que dans ce cas, il va activer une carte avant. Déclarer une intention n'est pas une action. Ce schéma en est la preuve. Il dit qu'il veut faire son invocation, et il l'a fait, et ensuite seulement, son adversaire a son mot à dire. Et voilà une transition toute trouvée pour vous parler des différents timings de réponse aux invocations, car il y en a deux bien séparés. Il y a ce qu'on voit sur ce schéma, on fait l'action, et derrière, on part directement sur la boîte jaune en déroulant le schéma. Ça c'est le timing pour activer l'effet qu'a le monstre à son invocation. Prenez Dame des Bugs par exemple, elle a un effet si elle est invoquée normalement, qui est donc un effet déclencheur. Mais c'est également le moment d'activer des cartes comme Hommage Torrentiel, un piège, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec cette condition particulière qui fait qu'il ne peut être activé que dans une chaîne du genre. À ne pas confondre avec un effet déclencheur, attention, ça n'a rien à voir. On parle d'activer un piège normal, donc déjà on parle de Spell Speed 2, donc niveau de déclencheur c'est mort. C'est juste une carte qui a une condition d'activation spécifique, et qui fait qu'en l'occurrence on ne peut l'activer que dans ce genre de chaîne, c'est tout. Et ce genre de chaîne, justement, ça peut aussi bien être une chaîne qui répond à une invocation qui n'a pas démarré de chaîne, qu'une chaîne en réponse à une autre chaîne pendant laquelle on a invoqué un monstre, en l'occurrence Dame des Bugs. Mettons que j'ai invoqué l'enfant Widget et que j'ai activé son effet, j'ai donc invoqué la Dame des Bugs pendant sa résolution. Opportunité de chaîne juste derrière celle-là, et donc je vais activer l'effet de Dame des Bugs, qui peut être suivi d'Hommage Torrentiel par exemple. Peu importe que ce soit réalisé en dehors d'une chaîne ou pendant une résolution de chaîne, c'est pareil, la chaîne qu'il est possible de construire juste derrière répond à tous les événements de la chaîne précédente, allant de ce qui a pu être fait pendant les activations, ou par exemple les coups qui ont pu être payés, jusqu'à ce qui s'est passé pendant la résolution des différents effets. Donc si on prend une carte qui a un effet déclencheur, si elle est envoyée au cimetière, et bien dans ce cas, si vous la défaussez pour payer un coup d'activation, vous ne l'activerez pas directement maintenant, quand bien même ce coup d'activation soit le coup d'activation d'un autre effet déclencheur et que donc vous soyez toujours dans cette phase d'effet déclencheur. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Faut voir que si, pendant qu'on construit ou résout une chaîne, on déclenche un effet déclencheur, il faudra toujours attendre la chaîne derrière. Un déclencheur ne s'active jamais dans la chaîne qui l'a déclenché. C'est bien ça qu'il faut retenir. Mais après avoir parlé de tout ça, il y a effectivement un autre timing pour répondre à une invocation. Un timing que vous pourrez lire sur des cartes comme Assaut Solennel, dit lorsqu'un monstre va être invoqué. C'est assez rare de voir des conditions d'activation au futur comme ça, ou alors ça peut malgré tout arriver pour justifier des effets plus spécifiques, du genre le dragon poussière d'étoile qui peut annuler un effet qui va détruire des cartes sur le terrain, mais là c'est assez différent, c'est par rapport à ce qu'un effet pourrait potentiellement faire. Donc dans le cas d'Assaut Solennel, ça correspond à un timing extrêmement précis et pas toujours accessible d'ailleurs. Mais pour ça, voyons tout d'abord les différentes étapes d'une invocation. On va prendre une invocation sacrifice d'un magicien sombre pour commencer, car elle inclut toutes les étapes possibles. Je déclare que je fais une invocation sacrifice. Je dis donc que j'invoque un magicien sombre, un monstre de niveau 7, et je sacrifie 2 monstres. Tout ça, ça se fait d'un bloc, et c'est adaptable avec à peu près tout. Remplacer les sacrifices par une utilisation comme matériel synchro ou lien, ou par exemple, dans le cas des Xyz, vous superposez vos monstres là où vous allez invoquer votre monstre Xyz. Et donc, vous devez avoir absolument déclaré ce que vous allez invoquer, vous le montrez à votre adversaire. Et c'est là qu'on s'arrête. On est à 2 doigts de considérer l'invocation comme réussie, et le monstre comme étant sur le terrain. Mais on n'y est pas encore. À ce moment-là, le monstre n'est nulle part. Il est dans les limbes, si on veut, faute de meilleure façon de décrire la situation. C'est à ce moment précis qu'on considère qu'un monstre va être invoqué, et qu'on peut activer les effets correspondant à ce timing, mais en Chainlink 1, et en Chainlink 1 seulement pour le coup. Une fois le Chainlink 1 activé, on peut continuer la chaîne selon les règles normales, mais pas avec des effets qui répondraient directement à ce timing-là. Donc si j'active Assaut Solennel pour annuler une invocation lien, et que mon adversaire chaîne Mouchard électronique, je ne peux pas rechaîner un deuxième assaut derrière. Ce serait pas comme Hommage Torrentiel par exemple. On peut activer un peu n'importe où dans la chaîne, du moment que c'est la bonne chaîne. Là, ça devrait absolument être en Chainlink 1. Et toute chaîne suivant cette chaîne ne répondra pas non plus à ce timing. À chaque fois qu'on a une chaîne qui répond à un événement précis, à un timing précis, ce sera celle-là et pas les suivantes. Comme je l'ai dit, puisque le monstre n'est pas encore sur le terrain à cet instant, si son invocation est annulée, il ira au cimetière sans être passé par la case terrain. Je précise également que si au final l'invocation n'est pas annulée, donc par exemple le mouchard électronique a bien annulé Assaut Solennel,
eh bien on n'aura pas de possibilité de créer une nouvelle chaîne derrière. On n'a pas réussi à arrêter l'invocation, donc on passe directement à l'étape où le monstre est bien invoqué. Et donc on repart sur ce que nous indique notre gros schéma de base. Donc là je vous ai parlé du cas avec les invocations qu'on qualifie couramment d'inhérentes, donc normal, sacrifice, lien, etc., celles qui ne se réalisent pas dans une chaîne. Notez que le terme n'a rien d'officiel en soi. Mais on peut tout à fait réaliser une invocation via un effet de carte aussi. Et c'est là que ça coince parce que c'est pas toujours possible d'exploiter ce timing. En effet, si je fais une invocation via un effet de carte, comme Polymérisation ou Monster Reborn, je réalise l'entièreté de l'invocation lors de la résolution de ma carte. Or, on a vu qu'on ne pouvait absolument rien activer pendant la résolution d'une chaîne. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas du tout se servir d'assaut solennel dans ces deux exemples, à aucun moment. Le timing existe, il est bien là, mais il est pendant la résolution de la chaîne, donc rien ne peut y être activé, il n'est pas exploitable. Mais il y a également une autre façon d'invoquer via un effet, ou plutôt une petite formulation qui va changer les choses, c'est le cas des immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué normalement, spécialement, etc. Qu'on a sur des cartes comme Cinet Optimisation par exemple. Son effet me permet d'invoquer normalement un monstre Cyburst après la résolution de son effet. Et dire que c'est après la résolution n'est pas innocent. Ça veut dire que si ce genre d'effet est le Chainlink 1 de sa chaîne, et en l'occurrence avec cette carte il le sera toujours puisque c'est un effet d'ignition, alors il sera le dernier élément à se résoudre. Et puisque l'invocation se fait en dehors du Chainlink, après sa résolution, on aura alors accès à ce timing. Cela dit, si l'effet se résout et qu'on doit encore continuer à résoudre la chaîne derrière, là évidemment on peut pas y accéder, car on est encore au beau milieu de la résolution de la chaîne. À ce moment-là, on retombe sur le problème d'avant. Formule synchronique a un effet du style, mais c'est un effet rapide. Il peut donc potentiellement, c'est pas obligatoire, mais il peut être Chaining 2 ou plus. Et là, on n'aura donc pas accès à ce timing. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais en profiter pour vous expliquer comment ça se passe pour les invocations de monstres qui sont déjà sur le terrain lors de leur invocation. Alors l'exemple qui vous parlera le plus, c'est l'invocation Flip, car la carte est déjà sur le terrain lors de son invocation. Mais on a tout de même ce timing, et le monstre est donc temporairement dans les limbes à ce moment-là. Donc si son invocation est annulée, il ne sera pas envoyé depuis le terrain au cimetière, mais juste envoyé au cimetière, depuis nulle part. Le fonctionnement est le même pour les monstres Gémeaux. S'ils sont sur le terrain, on peut les invoquer à nouveau, et on a à nouveau cette fenêtre dans les mêmes conditions. Bon, notez que si vous réinvoquez un Gémeaux, vous n'avez pas à resacrifier s'il est de niveau 5 ou plus. Et si le monstre était équipé, par exemple, il conserve ses équipements. Assez étrange, même si au final ça se comprend. Et tant que nous y sommes, parlons des fameux si et lorsque, et par conséquent du célèbre mistiming, un terme pas officiel non plus, qui désigne en général l'impossibilité d'activer un effet déclencheur parce qu'il a manqué sa fenêtre d'activation. Il existe 4 grandes façons d'écrire un effet qui possède une condition d'activation déjà. Si vous pouvez, lorsque vous pouvez, si aucun vous pouvez puisque c'est obligatoire, et lorsque obligatoire aussi. On a donc des effets obligatoires et des effets optionnels, et soit avec un si, soit avec un lorsque. Alors déjà, tout ce qui est avec un si n'aura aucun problème, aucun mistiming. Ensuite, les lorsque obligatoires n'auront pas non plus ce genre de problème. Vous l'aurez compris, le mistiming s'applique uniquement aux effets lisant lorsque vous pouvez. Et on va ressortir nos histoires d'actions simultanées et successives. Revoyez la fin de la partie 2 du tuto sur comment lire une carte pour revoir ces détails. Il faut, pour pouvoir activer ces déclencheurs, que la dernière action réalisée avant de commencer à construire la chaîne corresponde exactement à la condition d'activation. C'est bien ça qui est important, c'est ce qui s'est fait juste avant de construire la chaîne, mais pas pendant sa construction. Alors bien sûr, quand plusieurs actions se réalisent simultanément, elles sont toutes la dernière action à s'être produite. Mais dans les cas où on va avoir une action suivie d'une autre en séquence donc, on peut avoir un mistiming. Je vais reprendre l'exemple ultra classique de la carte Voleur d'Esprit. Son effet détruit, puis fait gagner des LP. Imaginons que ce soit la dernière carte à se résoudre. La destruction ne sera pas la dernière action. Si on détruit un dragon pulsar de lumière avec cette carte, son effet ne pourra pas s'activer car il va mistiming. C'est encore plus flagrant s'il est détruit en pleine chaîne, auquel cas forcément on aura un paquet d'actions entre sa destruction et la toute fin de la chaîne.
Activer son effet sera donc impossible. Il faudrait que sa destruction soit la dernière chose, ou l'une des dernières choses faites en même temps, à s'être produite avant de commencer à construire la nouvelle chaîne. C'est pour cette raison qu'on considère que l'envoi des cartes au cimetière en fin de chaîne se fait en même temps que la dernière action, pour que ça n'empiète jamais sur la véritable dernière action. Si j'active Raigeki et que je détruis le dragon pulsar, eh bien on aura simultanément la destruction du dragon et l'envoi au cimetière de Raigeki. Donc la destruction est tout autant la dernière action que l'envoi de Raigeki au cimetière. Il n'y aurait donc pas mistiming. Rappelons également, tant qu'on y est, que lorsque l'on tente de réaliser une invocation, on sacrifie les monstres, ou on les utilise comme matériel, puis on tente de placer le monstre sur le terrain. Notons donc que ces deux actions ne sont pas simultanées, mais se font l'une après l'autre. Donc si un monstre a un effet de déclencheur optionnel s'activant lorsqu'il quitte le terrain, il ne pourra pas l'activer lorsqu'il est utilisé comme matériel de synchronisation par exemple. Je pense en particulier à certains Gusto, puisque l'envoi au cimetière n'est pas la dernière action réalisée avant de commencer à construire la chaîne qui répondra à l'invocation synchro. Alors je vais également rajouter des informations sur un cas assez particulier, ceux des pièges ou magie jeu rapide, qui marchent un peu sur le même principe que le mistiming, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui par définition s'activent de manière optionnelle, et qui sont lorsque, prenez hommage torrentiel par exemple, c'est lorsqu'un monstre est invoqué. Eh bien on va fonctionner un peu sur le même principe, il faut que l'invocation soit aussi la dernière action avant de commencer à construire la nouvelle chaîne. Alors est-ce que c'est du mistiming à proprement parler ou un de ses cousins? On s'en fiche un peu parce que de toute façon le terme n'est pas officiel. Là je l'utilise pour vous expliquer un peu ce qui selon moi est son véritable sens, du moins son sens premier, mais bon, encore une fois c'est du jargon, donc il n'a pas objectivement de vrai sens. Là j'essaye juste de vous expliquer ce que l'expression voudra dire la plupart du temps quand les gens l'utiliseront. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Je vais vous donner un autre exemple qui sera peut-être plus parlant. Prenez décharge de pioche. Son effet, on peut l'activer lorsque l'adversaire pioche une ou plusieurs cartes. Eh bien, certains, quand la carte a été révélée, ont pensé qu'on pouvait l'utiliser contre Saryuja par exemple. Sauf que non, parce que Saryuja, son effet dit bien qu'on pioche, puis on remet des cartes dans le deck. La pioche n'est donc pas la dernière action de la chaîne. Donc au final, retenez que c'est quasiment exactement comme le mistiming, dans le sens où on a bien des effets qui sont en activation optionnelle avec un lorsque, au niveau de leur timing précis, mais c'est pas des déclencheurs pour autant. Ça va pas s'activer en même temps que le reste des vrais effets déclencheurs au début de la chaîne. Que ce soit hommage torrentiel ou décharge de pioche ou même force de miroir, du moment que c'est activé dans la chaîne qui répond à cet événement comme étant la dernière chose qui s'est passée avant, dans le cas de force de miroir, on déclare une attaque ce qui ne déclenche pas de chaîne, mais par contre on a une chaîne qui en découle, par définition la déclaration de l'attaque sera la dernière action avant de construire la chaîne, et bien là on pourra activer force de miroir n'importe où dans cette chaîne-là. Finissons donc avec un exemple pour mettre tout ça en pratique et en image. Mettons donc que j'ai un Chiwen, lumière du Yangzing et une pierre blanche légendaire sur mon terrain, et que mon adversaire a un hommage torrentiel et un assaut solennel posé. J'invoque Candina Farstar, et personne n'a de réponse, donc l'invocation est validée. L'invocation vient d'avoir lieu, donc on regarde les déclencheurs d'abord. Je n'en ai pas d'obligatoire, mon adversaire non plus, donc je regarde si j'en ai des optionnels. Oui, j'ai Candina, donc j'active son effet. Je n'en ai pas d'autres, donc je passe la priorité à mon adversaire, qui n'a pas de déclencheur optionnel. On passe alors à la suite avec les cartes et effets de Spell Speed 2 ou 3. Le dernier Chaining activé est à moi, donc mon adversaire a la priorité. Il peut activer son hommage torrentiel ou son assaut solennel, mais il choisit d'activer hommage, puisque s'il active assaut, il ne pourra pas chaîner hommage derrière, question de Spell Speed. Et après avoir activé hommage, il ne pourrait pas activer assaut, car ce ne serait pas lorsque l'effet de Candina est activé, donc pas en chaîne directe. On ne peut pas activer ce genre d'effet d'annulation, qui doit être donc activé en réponse directe, lorsque l'effet est activé, en Chaining 3 pour annuler le Chaining 1. Ce serait beaucoup trop facile sinon. Personne ne souhaite poursuivre, donc on va résoudre la chaîne. On détruit tous les monstres sur le terrain à la résolution du Chaining 2, puis au Chaining 1, j'ajoute une cloche Muguet Farstar à ma main. Encore une fois, ce n'est pas parce que Candina n'est plus sur le terrain que son effet ne se résoudra pas. Simultanément à l'ajout de cloche Muguet, l'adversaire envoie hommage au cimetière.
Après la fin de cette chaîne, on regarde les déclencheurs. J'ai un déclencheur obligatoire, la pierre blanche légendaire, donc je l'active. Et d'ailleurs, même si j'ai aucun dragon blanc dans mon deck, je dois l'activer quand même, car c'est un déclencheur obligatoire. Je n'ai pas le choix, même si l'effet ne peut pas se résoudre. C'est une petite exception à la règle générale, qui veut que pour activer une carte ou un effet, il faudrait être en mesure de le résoudre au moment où on l'active. Bref, je n'ai pas d'autre déclencheur obligatoire, donc je demande à mon adversaire, qui n'en a pas non plus. Il ne peut pas non plus activer son assaut, car on n'a pas encore vérifié les déclencheurs optionnels, il doit donc attendre. Et en parlant d'eux, j'ai Chiwen et Cloche-Muguet. Le problème c'est que Chiwen va miss-timing, étant donné que c'est un lorsque vous pouvez, et que la dernière action n'est pas sa destruction, mais bien l'ajout à la main de Cloche-Muguet et l'envoi au cimetière dommage. Les deux en même temps, on le rappelle. Par contre, Cloche-Muguet n'a pas ce problème, donc on révèle la carte en activant son effet. L'adversaire n'a aucun déclencheur optionnel, et comme je suis le dernier à avoir activé un effet dans la chaîne, et qu'en l'occurrence le dernier Chain Link est l'activation d'un effet de monstre, mon adversaire peut éventuellement activer son assaut solennel. Mais du coup il ne peut pas contrer la pierre blanche, car c'est trop tard dans la chaîne. Mais par contre là, comme il peut répondre à Cloche-Muguet et donc la contrer, il peut tout à fait activer son assaut, sur Cloche-Muguet. Disons qu'il le fait, et que personne ne veut prolonger la chaîne. On la résout donc, l'effet de Cloche-Muguet est annulé et elle est détruite en Chaining 3, le Chaining 2 est inexistant puisque son activation a été annulée, donc on le supprime totalement, et enfin, j'ajoute un dragon blanc aux yeux bleus à ma main en Chaining 1, sachant qu'au même moment, Assaut est envoyé au cimetière. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Il a été très long et c'est un sujet qui demande beaucoup de précision, donc allez quand même lire le message épinglé s'il y en a un, pour voir si j'apporte des précisions ou même des corrections. Il n'est pas impossible que ce soit nécessaire, même si j'ai beaucoup travaillé cette version 2. Je vous donne maintenant rendez-vous très bientôt pour le dernier remake de tuto sur la Battle Phase. Salut les gens!